Coucou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Amar et de Marc pour vous parler une nouvelle fois de synergie entre Microsoft Fabric et Google BigQuery. Alors, on va parler plutôt là du l'iceberg et de l'interopérabilité. Non, Romain, l'interopérabilité. L'interopérabilité? Ah, j'ai réussi à le dire pour la première fois. En Pas gros, mal, c'est pas comment mal. les deux systèmes vont marcher ensemble, quoi. On est d'accord, c'est juste un mot scientifique. Alors, pour rappel, je sais que ça fait longtemps et que vous avez oublié ce que c'est que Microsoft Fabric, donc on voulait vous rappeler un petit peu ce que c'était. C'est une data platform qui est unified, où on va retrouver plusieurs solutions. Comme vous le savez, les databases, la partie ETL, la partie data engineering Python, data warehouse et j'en passe. Et la partie Cosmos MemDB qui est arrivée. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie OneLake qui va pouvoir se connecter de différentes manières à différentes sources. Que ce soit avec des shortcuts, justement, ce sera le sujet du jour, que ce soit avec l'ETL et des pipelines via Data Factory, et ainsi de suite. Et tout ça peut être gouverné par Purview, un seul outil pour les gouverner tous. Mais en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, on va pouvoir rattacher de l'Azure AI Foundry et faire de l'AI par-dessus, faire des data agents, faire un chatbot, par exemple, en se basant sur de la donnée de Fabric, et ainsi de suite. Comme le but de la vidéo est de parler de BigQuery et de Fabric et de la synergie entre les deux, est-ce que, Marc, tu peux nous faire un petit parallèle? Bien sûr, donc un petit rappel sur le mapping entre ce qu'on a, nous, côté Microsoft Azure et donc Fabric plus précisément côté SaaS, versus les composants qu'on va retrouver côté GCP. Alors là, on a été un peu plus large que BigQuery, puisque on a mis tous les composants qu'on peut avoir sur GCP versus ce qu'on a sur Fabric. Maintenant, Amar, si tu veux bien, l'idée, c'est de faire un focus sur Power BI et les interconnexions avec BigQuery. Allez, c'est parti. Il y a trois moyens de nos jours d'utiliser de la data avec Power BI. Il y a le Direct Query et le mode import, c'est deux parties. Ces deux parties vont utiliser le connecteur, vont utiliser le connecteur de BigQuery. Et il y a en plus il y a un connecteur V2 qui vient de sortir qui est plus intéressant que l'ancien. Et on a une troisième partie qui est du Direct Lake qui va permettre d'aller charger de la donnée en mémoire à partir de fichiers Delta Lake. Pour cela, soit on fait un shortcut, soit on charge la donnée dans le OneLake. Mais comment on peut charger de la donnée dans le OneLake, Romain? On a déjà enregistré une session qui présente les différentes façons qui permettent de se connecter à la donnée BigQuery et on avait notamment évoqué ce BQSync qui est une solution à travers un notebook qui permet de synchroniser de façon incrémentielle les données dans le OneLake pour après utiliser ce fameux nouveau mode qu'on a dans Fabric qui est le Direct Lake. Cette solution qui utilise un notebook peut être facilement customisable et permet de faire des choses assez complexes. On a aussi l'option pour rapatrier les données d'utiliser tout simplement un Dataflow Gen 2 qu'on pourrait mettre en mode incrémentiel. Mais je crois que Marc, tu vas nous présenter une solution encore un peu plus managée, c'est ça? Exactement, en fait, on a sorti, alors là on est encore en private preview. L'idée c'est de mirrorer, au même titre que les autres outils de mirroring qu'on a déjà sur Microsoft Fabric comme un Snowflake, un SQLDB, etc. Là l'idée, on a rajouté à notre tableau de chasse le fait de pouvoir mirrorer les données de BigQuery directement depuis un item Fabric. Et du coup, ça sera managé par Microsoft et on aura cette réplication qui se fera au format Delta directement sur le OneLake. Merci Marc pour l'annonce. Vous retrouverez le lien de la private preview sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en bénéficier. Et donc, pour faire un petit résumé de tout cela, si je récapitule bien, Romain, on sait tu nous as présenté la solution BigQuery qui utilise les notebooks, une solution plus managée qui est en private preview que Marc, tu nous as présenté, c'est le mirroring. Et on a une troisième solution qui sont les shortcuts. Est-ce que Marc, tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, c'est nouveau et c'est pas nouveau, puisque côté Microsoft Fabric, on avait déjà cette capacité, on l'a vu avec d'autres vidéos sur Snowflake par exemple, la possibilité de lire des fichiers iceberg au travers de Microsoft Fabric. Donc,
pas uniquement du delta, mais on est aussi capable de lire l'iceberg au travers ce qu'on appelle le X-table, qui va faire la conversion et va vous permettre de lire ces données-là. Bah, par contre, ce qui est nouveau, c'est que côté BigQuery, ils se sont ouverts. C'est-à-dire que là où ils étaient dans un format plutôt stockage interne, ils ont adopté aussi ce format plutôt lakehouse, qui principe d'aller lire des tables externes au format iceberg côté BigQuery. Est-ce que tu peux nous présenter à quoi ça ressemble côté architecture? Oui, donc c'est assez simple, vous le voyez sur ce schéma-là. En fait, on est vraiment, donc on a le BigQuery en haut et de manière, on va dire, assez classique comme le font la plupart de nos clients, enfin en tout cas les clients Google, on va avoir le stockage interne de toutes les tables qui sont créées côté BigQuery sur le BigQuery Storage. Et là, un peu comme un Y, vous avez aussi maintenant la possibilité de lire et de déposer les fichiers sur le Google Cloud Storage, qui est le data lake côté Google Au format iceberg. au format iceberg. Ok, parce qu'on avait présenté une précédente vidéo sur laquelle on attaquait les données BigQuery, enrichies puisque transformées au format Delta Parquet, toujours sur le Google Storage, et après on crée des shortcuts côté fabrique pour y accéder. Là, je comprends que ça va être automatiquement GCP qui va écrire les fichiers au format iceberg, comme ça on se passe de cette nécessité de les transformer au format, comme dans la vidéo on l'avait fait au format parquet. Exactement, finalement, on va aller écrire des nouvelles tables, on va créer des nouvelles tables côté BigQuery. Vous allez voir qu'au niveau dataset, qui est le nom de la base de données côté BigQuery, on va pouvoir mixer des tables au stockage standard avec des tables au stockage Iceberg et des external tables. Et c'est vraiment transparent. Et ça permet justement derrière de laisser Microsoft Fabric lire ces données-là sans avoir à solliciter le moteur BigQuery. Donc là, on va directement passer dans la démo. Donc là, je suis dans mon environnement GCP. Je vais sur mon storage, parce que la première chose à faire, c'est quand même d'aller configurer le storage GCS pour que Microsoft Fabric puisse y accéder avant même d'aller créer ces fameux tables externes. Donc là, vous allez voir que chaque dossier que je vais aller créer côté GCS correspond à une table côté Iceberg, côté BigQuery. Là, si je switch sur Fabric, j'ai un lakehouse et la première étape que je vais faire, c'est aller pointer sur ce storage. Et une fois que le storage GCS est configuré et que j'y accède depuis Microsoft Fabric, je vais pouvoir aller travailler côté Google et créer ces tables pour ensuite les embeddeder, les shortcutter dans Fabric. Donc première étape, côté Google, côté Fabric, je me connecte à ma table GCS. Donc je montre rapidement pour la configuration. C'est assez simple, hein, c'est du paramétrage classique. Alors, je pense qu'Amar va en parler, mais aujourd'hui, les modes de connexion, c'est le HMAC key pour pouvoir se connecter. Tout à fait, c'est comme le HMAC. On peut tout aussi utiliser une gateway si on a notre GCS qui est derrière un réseau, ce qui nous permet d'avoir une couche de sécurité en plus. Et le HMAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme le account key dans un Google Cloud Storage. Pour l'instant, on n'a que ça, malheureusement. Donc là, on va aller ou non ajouter le cache du shortcut pour éviter de faire des allers-retours et des latences et surtout d'utiliser de la bande passante entre les Ingress et Ingress côté Google et côté Azure. Donc là, je suis uniquement connecté au folder. Vous avez vu qu'au niveau shortcut, j'ai été sur File, j'ai fait shortcut. Là, c'est pour vous montrer que voilà, je suis connecté au GCS, mais à aucun moment pour l'instant je parle de table puisque je n'ai pas encore créé l'équivalent côté GCP et donc côté BigQuery. C'est ce que l'on va faire dès maintenant. Donc là, je me connecte, maintenant que je suis connecté côté fabrique, je vais me connecter côté BigQuery, je vais aller créer ces nouvelles tables au format iceberg. Donc première étape, je me connecte sur BigQuery. Donc je rappelle un peu comment fonctionne l'interface, hein. Donc on a des datasets qui est l'équivalent de base de données. Donc là, j'ai par exemple des data warehouse que j'ai fait côté BigQuery. Donc, mon requêtage classique, hein, comme vous avez l'habitude. Et là, je suis sur le stockage interne. Voilà, donc j'ai fait une requête classique, vous allez voir. Si je vais ensuite dans les propriétés, vous allez voir que je suis sur le stockage interne côté BigQuery. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, je vais faire add data et je vais aller me créer mes connexions vers le GCS pour que BigQuery et le GCS puissent discuter ensemble et que je puisse, côté BigQuery, écrire des nouvelles tables au format iceberg sur GCS. Donc GCS, je rappelle, hein, c'est le stockage externe enfin le data lake côté Google.
Donc là, vous avez vu qu'il y a un nouveau mode qui est arrivé, donc Access External Data, et donc c'est Big Lake Table. Donc c'est le nom pour aller du Lakehouse côté Google. Donc plusieurs possibilités. Soit je récupère des données que j'ai déjà en CSV ou autre, on va le voir tout à l'heure, soit je pars from scratch et je vais aller créer des nouvelles tables. Donc là, il faut créer une connexion. Cette connexion, elle permet en fait de justement connecter le GCS avec BigQuery. Donc, c'est vraiment cette étape-là. Une fois que j'ai créé cette connexion, je ne vais pas le refaire parce que j'ai déjà créé la connexion. Je vais aller créer une nouvelle base de données, un nouveau dataset côté BigQuery pour, on va dire, créer une base de données propre pour le sujet. Donc là, je vais donner un nom à mon dataset. Dataset iceberg, hein. Voilà. Et donc ici, une fois que j'ai rien fait de particulier, hein, j'ai créé un dataset classique où j'aurais pu faire du stockage interne ou externe. Il n'y a pas de distinction. OK? Donc une fois que j'ai fait ça, c'est là où je vais retourner sur Add Data et que je vais pouvoir créer ma première table au format iceberg. Donc je me connecte sur Bigtable. Alors là, je vais partir sur une blank table parce que je vais aller créer une première table assez simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je me connecte sur le dataset en question et je crée ma première table. OK? Une fois que j'ai fait ça, donc je vais aller pointer sur un stockage GCS. Donc avant, je mets les champs, je paramètre assez facilement les champs que je vais avoir dans ma table. Je OK? suppose que tu aurais pu le faire en transac, dans un langage. Tout à fait. Ok. Et là, en fait, je vais mettre en paramètre, justement, je vais créer un nouveau dossier parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans votre GCS, vous allez devoir créer des folders. Chaque folder correspond à une table côté BigQuery. Donc, c'est important de garder ce format liste puisque c'est comme ça que vous allez avoir les métadonnées du fichier iceberg. Donc, je suis embarqué et vous voyez que je suis au format iceberg. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer. Donc j'ai créé une table qui s'appelle Sample, elle est là. Si je vais donc mes deux champs sont disponibles. Si je vais dans le détail, vous voyez que ça pointe. Donc j'ai ma connexion et surtout ça pointe vers mon folder Iceberg. Donc toutes les métadonnées, toutes les données et tous les fichiers parquets vont être créés dans ce folder-là. OK? Vous allez voir qu'en termes de query, je vais pouvoir requêter de la même façon. Donc là j'ai rien, évidemment. Mais la première étape, c'est justement d'aller insérer des données. Donc là, je vais faire quelque chose d'assez facile, hein. Je vais aller insérer juste une ligne et vous allez voir de bout en bout comment je vais pouvoir aller voir ces données-là via le shortcut côté fabrique. Donc voilà. Donc là, j'ai N'empêche, oublié ce qui est intéressant, c'est que je peux lire et écrire avec BigQuery dans Google Cloud Storage. complètement. Donc voilà, donc là j'ai inséré la première table, la première ligne. Je fais un select classique pour vous montrer que on est vraiment dans la même configuration que si j'étais sur une table au stockage interne de BigQuery. Voilà. Donc maintenant qu'on a configuré cette table, l'idée c'est d'aller sur Microsoft Fabric. Là, plutôt que de créer un shortcut côté file, là pour le coup, je vais aller sur la table. Donc Et je vais aller sur mon GCS avec la connexion qui est déjà paramétrée. ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, c'est peut-être anodin, mais du coup, quand tu fais le shortcut, le stockage reste côté GCS. Nous, on fait qu'un espèce de pointeur qui va juste aller lire le fichier iceberg côté GCS, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis parce que la majorité de nos clients qui travaillent sur Power BI avec BigQuery nous disent que la donnée, ils veulent la garder côté GCP. Et là, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ça répond à ce contexte-là où là, le client va garder ses données côté GCS. Bon, OK, ce sera au format iceberg et pas sur le stockage interne. Mais là, l'idée, c'est que ça reste côté GCP. Et nous, on va effectivement que pointer sur cette donnée pour les workloads, pour le coup, là, Power BI, par exemple. Mhm. Donc là, j'ai créé le shortcut et je vais essayer de l'exécuter. En fin de compte, ce qui manque, c'est que il va falloir rajouter les métadonnées parce que si je rentre la table que j'ai créée côté GCS, côté BigQuery, vous allez voir que la métadonnée n'est pas complète. Et en fait, il y a une commande supplémentaire qu'il va falloir aller scheduler toutes les 24 heures pour ajouter les métadonnées et qu'elles soient lisibles au format iceberg par les autres providers, donc en l'occurrence par Microsoft Fabric.
Donc, vous voyez qu'en fait, si je regarde les métadonnées qui ont été créées nativement par BigQuery, il manque j'ai pas toutes les références et j'ai besoin d'aller enrichir ça. Et pour faire ça, je vais lancer cette commande qui s'appelle export table metadata. Et c'est ça qui va nous donner toutes les métadonnées nécessaires à des comptes externes, enfin à des providers externes, comme par exemple Microsoft Fabric, pour aller lire la donnée. Vous allez voir que là, ça va être beaucoup plus complet. Voilà, là, j'ai montré un exemple. Voilà ce que ça donne quand j'exporte les métadatas. Et donc là, ça va être lisible par Microsoft Fabric. Ça te permet de supporter le retour en arrière à une date précise et de voir l'état de tes données à une date précise. C'est étrange que ce soit pas déjà géré par GCP, par Alors, c'est BigQuery. pas natif. Ouais. Je pense que par défaut, c'est pour fonctionner en interne côté GCP et donc côté BigQuery. Et pour pouvoir vraiment que la donnée soit lisible par les autres providers et donc avoir une metadata complète côté Iceberg, là, il va falloir y faire un export data comme je l'ai fait côté Ok. BigQuery. Et là, vous voyez que c'est lisible. Donc, je me suis même connecté au SQL Endpoint. Alors là, c'est assez simple, il n'y a qu'une seule ligne. Mais vous allez voir que c'est lisible et je peux l'exploiter. Donc là, j'ai pas été jusqu'à faire un direct lake et passer sur le workload Power BI. Mais là, sur le SQL Endpoint, j'ai lu ma donnée qui a été créée du coup par BigQuery. L'étape d'après, et c'est ce qu'auront nos clients, c'est de se dire, bah, vous avez peut-être un patrimoine, par exemple une couche gold à aller récupérer qui est déjà sur BigQuery, que vous voulez transformer au format iceberg. Pour ça, en fait, la doc est assez bien faite. Il va falloir faire un BQ-load. BQ-load, c'est quoi? C'est, je vais prendre les données qui sont... donc, première étape, je prends une table au format classique BigQuery. J'exporte ce format au format parquet, enfin cette table au format parquet, et après je prends un BQ-load d'une table que j'ai créée côté, donc au format iceberg, côté BigQuery, et je vais charger les données. Donc là, j'ai pris par exemple un dataset avec une table qui s'appelle Dimension City. Ok, vous allez voir. Donc là, je vais requêter la table. Là, je suis sur le stockage interne BigQuery. Et l'idée, ça va être de convertir cette table-là et sortir les données au format parquet. Donc ça, c'est BigQuery qui va me permettre de le faire via la commande qui s'appelle export data. Je vais lui indiquer où est-ce que je veux exporter ces données, ce fichier parquet. Et une fois que j'ai fait ça, je vais la réimporter sur une table au format iceberg côté BigQuery. En gros, tu crées une nouvelle table au format iceberg et tu copies-colles la donnée de la zone Gold vers cette nouvelle table, c'est bien ça? C'est ça. D'abord, j'exporte les données de la table classique au format parquet avec Mm, BigQuery. Et ensuite, mm. effectivement, je réimporte ces données-là sur la table à iceberg, comme j'ai fait tout à l'heure quand je l'ai créée, pour que ce soit accessible. Donc là, je montre l'export. Là, j'ai donc la table Dimension City. Vous voyez le fichier parquet. C'est les Mm. données qui sont contenues dans la table du stockage interne que j'ai exportée. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser la commande BQLoad. Donc ça, c'est pas exécuté côté BigQuery, mais dans la console Google. Vous allez voir. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fini. Donc là, je le redonne, quand j'exécute le BQ-load, je le redonne en paramètre le fichier parquet que j'ai exporté au préalable. Ok. Qui- voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je copie-colle, je prends cette donnée et j'ouvre une console Google parce que c'est pas exécuté côté BigQuery. C'est l'équivalent du Cloud Shell, Exactement, d'Azure c'est la Cloud même Shell chose. chez nous. Ok, C'est la même chose. ok. Euh, je me permets de rebondir en attendant de finir la démo. Un retour d'expérience que j'ai déjà eu avec les clients. Les clients croient qu'ils sont obligés de mettre toutes leurs nouvelles tables sous ce nouveau format. Pas forcément. Par exemple, si vous avez du Power BI, vous pouvez mettre que les tables que vous pouvez exposer pour Power BI. Marc ici a dit que c'était la zone Gold. Ça peut être des vues. Vous aviez avant des vues, par exemple. Vous pouvez créer des tables et faire ce que Marc est en train de faire. On n'est pas forcé de changer de paradigme du jour au lendemain. Exactement. Et c'est justement une approche progressive, c'est-à-dire que ça peut être des premiers projets sur lesquels vous aviez une couche d'exposition sur BigQuery, donc vous changez le stockage, vous le mettez en iceberg, et plutôt que de faire du direct query ou du mode import, et ben là vous pointez directement avec Fabric sur un shortcut sur les données GCS au format iceberg. Voilà, là j'ai créé la table et vous allez voir qu'elle est remplie. Donc voilà, c'est l'idée de pouvoir se dire, bah, j'ai déjà un existant, j'ai déjà des données,
Et là, je vais juste switcher le stockage uniquement pour ma couche Gold. D'un côté BigQuery, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de switcher les deux stockages sur le même dataset. Donc, vous avez votre data processing qui est sur les couches du stockage interne et uniquement sur la couche d'exposition, vous décidez de switcher de format et de passer sur l'iceberg au profit de Microsoft Fabric et de Power BI pour améliorer la performance et surtout la fraîcheur des données. Puisque à chaque fois que vous allez écrire côté BigQuery, vous allez écrire sur ces fichiers iceberg et ils vont être accessibles directement par Microsoft Fabric qui va faire un refresh des données avec tout le système de Direct Lake que vous connaissez déjà pour pouvoir les exploiter. Et l'avantage, c'est qu'une fois que BigQuery a fini d'écrire ces données, et ben finalement, il est au repos. Et puis, c'est Microsoft Fabric qui prend le relais et qui va faire ses workloads de data viz, ou en tout cas d'exploitation des données des fichiers iceberg, sans avoir utilisé le moteur BigQuery. Donc, c'est hyper économique en termes de coût. Si ce n'est qu'on est toujours connecté au stockage GCP avec la latence que ça peut inclure, etc. Il y a quand même des avantages à avoir les données sur le OneLake aussi. Complètement. Après, comme on a vu tout à l'heure, quand j'ai créé le shortcut, vous avez vu qu'il y a quand même cette couche cache que vous pouvez paramétrer qui vous permet de jouer sur la latence. Après, effectivement, plus vous avez les données proches de Microsoft Fabric du data center et donc du coup de OneLake, plus vous aurez des performances optimales. Mais là, ça répond vraiment aux besoins du client qui se dit, OK, aujourd'hui, j'ai besoin de garder mes données côté GCP, je les mets sur GCS, elles sont toujours chez Google. Et Microsoft Fabric va lire les données sans écrire dessus et va les utiliser pour Power BI. Autre astuce intéressante, si je puis dire, le fait de faire les shortcuts dans le OneLake, n'oubliez pas, et ça ne vaut pas que pour BigQuery, ça vaut pour beaucoup de choses de manière générale, les tables shortcutées, si je puis dire ainsi, vont être disponibles sur le SQL Endpoint. Ce qui veut dire que je peux, avec Power BI, avec le connecteur SQL classique, si je puis dire ainsi, me connecter dessus et faire du mode import et du mode direct query pour mes besoins si j'en ai besoin. Oui, comme ça, tu te bypasses finalement du connecteur BigQuery et tu vas pouvoir corréler ces données en mode import et potentiellement avec d'autres sources de données aussi. Ça peut être intéressant. Exactement. Ici, tu nous montres un paramètre côté Workspace Settings. Tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, on parle toujours d'interopérabilité, on va y arriver avec ce mot. L'idée, c'est de se dire que de part et d'autre, c'est lisible. C'est-à-dire que côté Microsoft Fabric, j'ai des tables qui sont au format Delta. Celle-ci, si vous cochez cette option dans le workspace, où vous avez par exemple votre Lakehouse, vous allez pouvoir permettre à d'autres providers, type Google, de pouvoir lire ces données comme si elles étaient au format iceberg. Alors jusqu'ici, on a parlé d'accès à la donnée. Est-ce qu'on a un moyen de récupérer la sécurité fine, peut-être déjà implémentée au niveau de la source de données, comme ici GCP? Tu as raison, Romain, c'est une bonne question, parce que l'idée, souvent, de chez nos clients, les sources de données qu'on voit à gauche, ça peut être GCP via BigQuery, mais aussi Snowflake ou même Databricks. Souvent, ils implémentent la sécurité côté source, qui est normal. Donc, l'idée, c'est d'aller récupérer tous ces rôles, toute cette sécurité côté OneLake, dans le cadre où et finalement, on va transférer la donnée. On a la donnée qui est sur OneLake au format Delta ou autre. Et l'idée, c'est d'avoir la sécurité qui est implémentée. Pour ça, on a un Git qui est disponible, qui a été développé par Microsoft, aujourd'hui uniquement sur Databricks via Unity Catalog, mais demain sur Snowflake et BigQuery. Tu nous passeras le lien, on le mettra en commentaire dans la vidéo. Super démo, merci Marc. Donc je comprends finalement que le monde de la data s'ouvre à ces fameux formats les plus ouverts qui sont le Delta Parquet, le format iceberg. Là, ça finalement, on voit, facilite l'architecture qu'on avait imaginée au préalable où je devais avoir un traitement via un cluster côté Google pour transformer les données, les rendre finalement ouverts pour qu'on crée depuis Fabric des shortcuts pour accéder à ces données. Là, finalement, ça facilite la chose. J'imagine que demain, en plus, si on récupère la sécurité, on va avoir vraiment tout un panel de solutions ouverts les unes aux autres, ce qui va permettre à nos clients finalement de faciliter l'interopérabilité, on va y arriver, de toutes ces données. Effectivement, Romain, moi ce que je trouve intéressant, en fait, c'est cette ouverture d'esprit que tous les cloud providers ont, parce que regarde, Marc nous a présenté le fait que même d'external cloud providers peuvent venir lire nos fichiers dans le OneLake sous format Apache Iceberg. Donc, ce qui ouvre les champs des possibilités à l'interopérabilité. Moi, j'ai pas réussi pour une fois, ou encore une fois, mais on va réussir, les gars. Marc, tu veux essayer? L'interopérabilité.
Magnifique. Merci. Bon, sur ce, on va vous laisser. N'hésitez pas à faire des commentaires sur la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à tester cette solution. On vous mettra tous les liens dans le commentaire. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.